N'empêche, on a quand même fait des sacrés bangers aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment ils vont? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes opérationnel, puisqu'aujourd'hui, vous me l'avez demandé, j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça. Je vais vous parler de mes meilleurs coasters que j'ai pu tester aux États-Unis, puisque vous avez pu le constater, il y a quelques semaines, j'ai terminé enfin le trip US qui m'avait demandé quand même un sacré taf, avec plus de 20 parcs visités, presque 200 coasters ridés, c'était un sacré dossier. J'ai eu du mal, mais je suis content de l'avoir sorti et je suis surtout heureux des retours que vous avez fait, que ce soit sur tous les épisodes ou même les épisodes finaux. Vous avez vraiment apprécié cette série, ce qui m'a motivé et ce qui me motive à encore aller plus loin, step by step. Ça veut rien dire, je sais pas pourquoi je parle dans ce délire. Aujourd'hui, petite vidéo de papotage, vous connaissez déjà le principe, j'avais déjà sorti mes meilleurs coasters que j'avais ridés, mais autant vous dire qu'avec la vingtaine de parcs qui s'est rajouté, il y a eu pas mal de changements, ce qui donnera d'ailleurs lieu à une future vidéo de mes meilleurs coasters avec les nouveaux coasters à intégrer, à savoir ceux des États-Unis. Bref, vous inquiétez pas, là aujourd'hui on parle que des US. Pour ceux qui auraient raté la série, il y a carrément une playlist les gars, donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a des sacrés parcs, il y a des sacrés moments, il y a des sacrées découvertes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 10 coasters que j'ai retenus pendant mes 3 semaines de trip. J'ai dû faire une sélection, c'était compliqué. Comme d'hab, vous le savez, moi je ne fais pas de top, donc il n'y a pas de top, c'est dans le désordre complet. Il y a un seul coaster par parc, et Dieu sait que ça a été compliqué de faire des choix. Je ferai bien évidemment des mentions spéciales. Bref, trêve de badifolage, de blablatage. Vous connaissez comme d'hab les bons bails. Si la chaîne, si le contenu, tout ça, ça vous plaît, je vous invite bien sûr à rejoindre la horde des droppers. On est parti pour mes 10 meilleurs coasters aux États-Unis dans le désordre. Je leur dis au cas où il y en a qui n'auraient pas compris. C'est parti, accrochez-vous, let's go. Phoenix Kinobles. On commence avec une surprise totale. Le petit Phoenix de Kinobles qui fait exactement 23,8 mètres, 72 km/h pour un parcours de 975 mètres, ne présentait pas au premier abord comme ça un élite, un ultime. De là à ce qu'il soit dans les 10 meilleurs coasters que j'ai pu faire sur tous les parcs aux États-Unis, il y a quand même de quoi se poser des questions. Et effectivement, Phoenix est une expérience à part entière. Mais pourquoi? Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est là? La raison, elle est toute simple. Phoenix est un wooden coaster qui joue sur les airtime. C'est-à-dire que vous allez, à plusieurs reprises, je crois au moins 7, 8, 9, 10 fois, vraiment vous lever de votre siège. Et pour que l'expérience soit optimale, pour qu'elle soit complètement garantie, le coaster, eh bien, a des trains d'ancienne génération avec un système de lap bar, donc une barre qui vient en fait sur vous. C'est un petit peu comme Big Thunder Mountain, vous avez une barre commune. Sauf que la barre commune, elle vous laisse à peu près ça, en fait, d'espace. Il n'y a pas de ceinture. Est-ce que vous visualisez un peu le délire? C'est-à-dire que vous allez embarquer dans un coaster où vous allez quasiment être presque pas attaché. Vous pouvez vous tenir tout ça, mais vous allez forcément décoller du siège. Et le coaster vous promet une sacrée série d'airtime, des bunny-up à ne plus finir. Des fois, il y en a 3 voire 4 qui s'enchaînent. Et c'est juste magnifique en fait, c'est juste un pur plaisir. On l'a fait une dizaine de fois je crois sur la journée et on aurait bien continué. On s'est amusé comme jamais sur ce coaster pour la simple et bonne raison qu'il est unique dans son genre. Je n'ai jamais fait ça, j'espère pouvoir retenter ce style d'expérience, mais c'est vraiment unique et c'est à faire à Kinobles. Voilà pourquoi il est dans le classement et voilà pourquoi ça me tenait aussi à cœur de commencer par celui-ci, parce que au début, quand Doob et toute la clique m'ont présenté le trip, à aucun moment j'aurais mis une piécette dessus. Je me serais dit, gros, c'est un wooden coaster, on s'amuse, machin. Dès lors que je suis monté dedans, que je me suis assis, que j'ai baissé la barre, j'ai vu le truc, j'ai compris à ce moment-là ce qui allait se passer. Et je peux vous assurer que c'est pépite. Bref, allez la suite. Phantom Revenge, Kennywood. Ouais, là j'en vois déjà du lourd avec Phantom Revenge, qui est un coaster là aussi complètement unique dans son genre, un truc complètement lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est dans le classement des 10 meilleurs, mais je peux vous assurer que c'est aussi une pépite. Il fait 48 mètres de haut, mais a une descente de 70 mètres. Là vous vous dites, il y a un problème de calcul, non? Comment on peut faire ça et descendre en dessous? Il va sous terre? Non, vous inquiétez pas, je vous explique, c'était n'importe quoi cette séquence. Il va à une vitesse de plus de 136 km/h et à un parcours, je crois, de 975 mètres de long. Il est pas spécialement long, donc là vous vous dites, ouais, mais en fait, il va vraiment bombarder. Et oui, il bombarde. La particularité de ce coaster, c'est qu'il a été retransformé, remodifié. De base, il avait été conçu par Arrow Dynamics. Il était sous forme looper avec des loopings dégueulasses à la fin. Vous voyez Goodurix, je pense
ça devait être un enfer à rider ce machin. Ils ont dégagé toute la partie dégueulasse, c'est Morgan, la société qui s'est occupée je crois du retrack, et ensuite ils ont donc modifié le coaster et ça va donner une pépite. Pour la simple et bonne raison que vous avez une grande première montée, ensuite une descente, plat, vous remontez et c'est là qu'arrive la descente à plus de 70 mètres qui tombe en fait dans un fossé et vous la voyez pas venir en fait. Il y a une grosse surprise quand vous êtes tout derrière, vous voyez la pente qui arrive et là d'un coup, wouh, vous voyez la chute qui est ultra raide et qui en plus bénéficie d'un head chopper. Donc vous avez en fait un coaster, c'est le Thunderbolt je crois qui va passer en fait juste au-dessus de vous, mais la sensation est telle que vous vous dites ça passera jamais, que bah non en fait ça passe pas à 70 mètres là dans le vide, tu vas m'envoyer là-dedans, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, et il y a cette appréhension de quel plaisir, quelle pépite, et ensuite le parcours s'enchaîne à une vitesse vers la fin et vous allez avoir des bunny up, mais sauf que le train arrive à toute berzingue, vous dégagez du siège comme jamais, en plus les sièges sont quand même assez confort, mais à la fois old school, c'est un peu particulier, c'est un mélange vraiment chelou, là aussi c'est de l'unique, il y a que là-bas à Kennywood que vous pourrez avoir un machin pareil, ça n'a jamais été refait, je ne sais même pas s'il y a un comparatif existant de ce coaster, même la modification, son histoire, tout ça, c'est un package, Phantom Revenge c'est un package, et un bon package, vous avez envie de tester ce package, et croyez-moi que là aussi on l'a poncé au moins 5, 6, 7 fois, à la fin de la journée on enchaînait les tours, il y avait personne là encore une fois, et donc eh bien on a profité jusqu'à la fermeture de celui-ci et on ne regrette absolument pas, c'est un coaster où il faut profiter, un bon package et il faut en profiter. Bref, allez, la suite, Raving Flyer 2, Val d'Amer. Là encore une fois, de l'unique, du sensationnel, c'est pareil, ça c'est exactement la même chose. C'est genre le coaster qu'on n'attendait pas. Enfin, moi personnellement je n'attendais pas. Il était là, je me suis dit on va le faire pendant le trip, mais à aucun moment je le voyais dans mon classement de meilleur coaster du trip, machin, je me suis dit ce sera comme Phoenix, un truc anecdotique, machin. Moi j'étais là pour le King Daka, j'étais là pour le Fury, j'étais là pour les pépites, tu vois. Et le truc c'est que le Raving Flyer 2, je l'ai pas vu venir non plus, pour la simple et bonne raison qu'il est encore une fois unique en son genre. La particularité réside dans son tracé. Vous allez d'abord emprunter un lift de 24 mètres pour ensuite faire une descente de 36 mètres. Donc là encore, vous vous dites, il y a un truc de terrain coaster, il y a un truc de terraformage un peu chelou. Exactement. La particularité de Raving Flyer 2 réside dans le principe que vous allez en fait descendre et ensuite passer au-dessus d'une route avant de remonter. Et en fait, c'est cette première descente, vous vous dites, waouh! Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il nous emmène? À aucun moment, on devine le tracé de ce coaster. Il a fallu qu'on le fasse plusieurs fois pour appréhender le machin parce que ça va dans tous les sens. Il passe au-dessus de la route, il revient de l'autre côté, il fait une sorte de virage chelou, ultra serré, il part dans l'autre sens. On se dit, mais comment ça fonctionne ce truc? Comment c'est possible? Et oui, le tracé est péchu de ouf, il nous fatigue, mais dans le bon sens. On a des airtime, la vitesse, à un moment, on est dans des tunnels, ça se rétracte, ça... Enfin, c'est fou. Le tracé est juste incroyable. Là encore, pépite ultime, dans un parc qui est quand même assez particulier au niveau de la configuration. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'attractions, c'est un parc qui est un petit peu familial machin, on peut y passer juste une après-midi et tout, puis on a cette pépite, on a ce truc là, on se dit mais what? Comment c'est possible? On l'attendait pas en fait le machin, on l'attendait absolument pas. Et là aussi on l'a poncé. 5, 6, 7, 8 fois, il y avait personne. On l'a enchaîné. Et encore, on est parti un peu plus tôt que la fermeture, mais on serait bien resté une heure de plus pour aller encore faire 3, 4, 5, 6, plus encore, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on a profité de ce coaster? Vraiment, une pépite. Ça vient de la société Gravity Group, les mêmes qui ont fait T2Z, avec des anciens trains système PTC, donc les trains de tonnerre de Zest première génération. Et ça match de fou. Le tracé est innovant, péchu, il bombarde. Et tu te dis, mais what? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas en Europe un équivalent d'un machin pareil? Franchement, ultime. Donc là aussi, si vous avez l'occasion, Val d'Amer, Raving Flyer 2, foncez, vous n'allez pas le regretter. The Voyage, Holiday World. Bah forcément, on va rester dans la lignée Gravity Group, c'était un peu l'attente ultime, le The Voyage, coaster là aussi emblématique de la communauté parconautique, ceux qui ont testé les États-Unis, ceux qui y sont allés, et même les Américains, survalident ce coaster, un Gravity Group qui fait 48 mètres de haut, 107 km/h pour un parcours de 1963 mètres. Ça fait presque 2 km le machin. Il est interminable, ça dure au moins 2 minutes. Le temps que vous dispatch jusqu'au moment des freins finaux, il se passe 2 minutes. Alors oui, il y a le lift, le machin, mais je peux vous assurer, comme dit Double, c'est un coaster où on en ressort fatigué, parce qu'on travaille les cuisses, les machins, on a le parcours, l'airtime, parce que c'est un wooden coaster. Wooden coaster, le confort, c'est pas un style, c'est pas une dernière génération, un machin, d'être dans les trains complètement engoncés là, et puis le parcours il est rude, il est sec, il bombarde là aussi, et donc forcément le corps il travaille, vas-y un coup, il faut que je lève les jambes, maintenant ça, il faut que j'apprenne cette virage, ce machin, on travaille pendant tout le parcours. Le premier on comprend pas trop ce qui se passe, le deuxième on essaie d'appréhender pour
profiter le plus possible du ride, et c'est un coaster où on en ressort fatigué. Heureusement qu'il fallait faire tout le tour, revenir là, ça nous faisait 10 minutes, un peu de pause, on décompresse, on boit un coup de flotte et après on y reva. Que là aussi c'est un coaster qu'on a poncé de long en large en travers, et il y a un moment juste ultime en fait. C'est-à-dire que vous arrivez sur le retour, puisqu'on est sur un coaster qui fait en fait un aller-retour, et au moment du retour, vous allez arriver dans un tunnel, vous allez avoir un premier camelback, vous sautez une fois, puis un deuxième, et là la surprise arrive, il y en a un troisième. 3 d'affilée, et on dit oh, et on est reparti encore un coup. Et c'est ultime, c'est pépite, c'est pareil, c'est un pur plaisir, un pur bonheur de faire un truc pareil. Tout à l'arrière, fin de journée, là aussi, gros kiff. C'était, là pour le coup, il y avait moins une surprise parce que je savais que ça allait être pépite. Et là je me dis, ouais, je kiffe les wooden coasters. Enfin, c'est pour moi c'est ça un wooden coaster. C'est un truc où c'est un coaster du travail. C'est un coaster qui est un peu rude, qui a quelques à-coups mais pas désagréables. Attention, faut bien faire la distinction entre les deux. Et on en ressort un peu fatigué, un petit peu éreinté. C'est des coasters emblématiques qui font du bruit, qui sont... Et The Voyage, il y a tout, c'est pareil, il y a un bon mélange qui s'opère. Dès que j'ai pensé à la vidéo, je savais qu'il était dedans. Allez, on est parti pour la suite. Steel Vengeance, Cedar Point. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais c'est sûr qu'il est pas dans le classement? Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est sûr qu'il est dedans? Mais bien évidemment qu'il est dedans. Mais c'est d'une évidence. C'est le top 1. C'est le top 1. C'est le coaster ultime. C'est celui qui va rassembler tout le monde. Tout le monde va se dire, Steel Vengeance, top 1. Il y a vraiment pas beaucoup de personnes dans le monde, que ce soit côté américain, côté français, côté européen, ceux qui vont tester le machin, qui diront, ouais, sinon j'ai vraiment pas aimé, c'est pas ouf. Les gars, c'est impossible. Écoutez-moi, c'est impossible. Il y a tout ce qu'il faut sur Steel Vengeance. C'est pour moi l'aboutissement d'Alan Schilke, de RMC. C'est là où tout a été réuni pour faire une pépite. Tout fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi dans le détail. Déjà, vous avez une hauteur de 62 mètres, ce qui est pas négligeable pour un coaster. Ensuite, vous bombardez pendant le parcours à 119 km/h pour une totalité, attention, de longueur de plus de 1749 mètres. Là aussi, presque 1800 mètres de parcours. Et tout est bien pensé. Vous commencez très haut, vous allez avoir une énorme descente. Ensuite, vous avez l'airtime qui déjà là vous dégage. Ensuite, vous avez 2 immenses camelbacks, je crois qu'ils font plus de 30 mètres chacun, penchés, enfin très innovants. Passage en structure, un petit peu aérien, etc. Ensuite vient un temps de mid-break, donc un temps de pause, et ensuite vous allez passer en mode untamed, donc c'est-à-dire en mode plus court au niveau de la hauteur, des airtime qui seront beaucoup plus courts aussi, mais beaucoup plus secs, beaucoup plus agressifs, et ça jusqu'à la fin du parcours. Il y en a, je crois, 17, 18, je sais plus, mais des vrais quoi. Là, vraiment, tu le sens. Tu sais quand il y a l'airtime sur Steel Vengeance, tu peux pas te retenir, tu peux pas rester dans le siège. C'est impossible. Quelques petits taquets aussi, mais genre des taquets gentils, genre, allez, mets-toi en place, dingue, je te fais ça. Allez, gling. Tout est parfait. De A à Z, du moment où vous êtes sur le lift, déjà vous êtes content, mais du moment où vous avez la descente jusqu'aux freins finaux, même le mid-break, il vient un peu, on prend la respiration, mais après il est reparti, pendant 1 minute, il vous fait tout le tour, le machin, c'est parfait. Les passages en structure, quelques inversions, des airtime dans les inversions, tout est bon. Il y a rien à acheter sur Steel Vengeance. C'est en ça que je pense qu'il rassemble beaucoup de monde. Il vient vraiment. Je pense que Iron Gweezy, je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'il est un peu en deçà pour la simple et bonne raison que j'ai vu le parcours, tout ça. Je pense que il a moins un bon mélange. Steel Vengeance, c'est parfait. Les deux parties sont nickel, tout s'accorde, tout fonctionne. Il y a pas, franchement, il y a pas. Alors, est-ce que moi c'est mon préféré du trip? On en reparlera. Peut-être pas forcément, mais en tout cas il est dans le top 10. C'est sûr, top 10 mondial, top 10 dans mon classement. Enfin, il va rester dans mes coasters phares et emblématiques, c'est sûr et certain. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un retrack, c'est-à-dire qu'avant c'était apparemment une merde finie en termes de wooden. Et RMC sont arrivés, ils ont fait le meilleur coaster au monde. Ça c'est quand même assez fou. Donc là aussi, si vous avez votre chance, si vous avez la possibilité, Cedar Point qui est un parc juste incroyable, parce qu'il y a Steel Vengeance, mais aussi Maverick, j'aurais bien aimé en parler, mais forcément j'avais choisi Steel Vengeance, là il est pas, voilà. Même le cadre là où il est imposant, il est magnifique, tout est bon. Tout est bon, il y a... Allez, peut-être on peut... Et allez, si vous voulez chipoter, si vous voulez que ce soit impeccable, un 20 sur 20, là on est sur un 19,5. Allez, il manque un peu de thématique, mais on est Cedar Point, c'est pas ce qu'on lui demande au coaster. Et c'est vraiment pour dire qu'il faut chipoter un petit peu, voilà. Mais sur le parcours en soi, il y a rien à dire. Pour moi, c'est parfait. Allez, à la suite, avec Time Traveler à Silver Dollar City. Là aussi, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'à un moment vous êtes posé la question de savoir s'il était dedans ou pas? Non, vous savez qu'il était dedans, forcément. L'Extreme Spinning Coaster chez McRide, avec ses 30 mètres, 80 km/h, 920 mètres, et vous dites, bah ouais, le parcours il est pas, voilà, on a l'impression comme ça que, et en fait, là aussi c'est un package, parce que ce qui est excellent sur Time Traveler, c'est l'aspect déjà thématique, qui est juste
incroyable, le cadre est fou, le parc est incroyable, la thématique est bien pensée, toute la gare où progressivement vous montez pour arriver jusqu'à la station, il y a 3 étages, vous rentrez dans la thématique, tout ça, vous sentez qu'il se passe un truc, il y a une ambiance un petit peu sonore, et puis le dispatch avec cette station magnifique, et là, vous vous dites, on est parti, on va monter sur lift et tout, que nenni les amis, que nenni, pourquoi? Parce que le coaster est déjà à plus de 20-30 mètres du sol, et qu'en fait vous commencez direct par une immense descente, en tournant sur le wagon. Rien que ça, c'est fou, vous mettez tout derrière, vous êtes là derrière, vous dites qu'est-ce qui va se passer, là le train commence à pivoter, et vous partez pour une chute de plus de 30, quasi, je crois que c'est 30 ou 27 mètres. C'est fou, c'est trop bien pensé, puis ensuite ça s'enchaîne sur le parcours, 2 launches ensuite qui vont succéder, le parcours est bien pensé, il est fluide, même si bon, il y a des petits à-coups, des macrailles de vibrations, bref, hein, on pourra débattre là-dessus longtemps, mais voilà, c'est parfait, c'est pareil, là aussi c'est un package impeccable, il va rester très longtemps dans ma mémoire celui-ci, et pendant un moment, je préférais Ride to Happiness qu'on a à Plopsaland, pour la simple et bonne raison que moi, faut que ça bourrine, faut que ça bombarde, moi c'est un coaster plus coaster agressif, mais dans le bon sens, agréable, hein, plus je vais kiffer. Donc forcément, Time Traveler est beaucoup plus planant, beaucoup plus aérien, beaucoup plus souple que là où RTH bombarde, mais vraiment du début à la fin, c'est limite on est en apnée à la fin, et faut que je refasse RTH. Il n'est pas impossible que... Déjà Time Traveler pour la thématique est au-dessus, ça y est pas, voilà, il est pas compliqué, hein, là c'est sûr, mais par contre, sur le parcours, il faut que je refasse RTH pour vraiment trancher entre les deux. Je sais que vous m'avez beaucoup posé la question, mais là par contre, là où je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est le meilleur modèle de chez McRide, et je regrette pour l'instant qu'il n'y en ait pas plus dans le monde, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'achète pas plus ce coaster qui est juste incroyable. Enfin quand je parle du modèle, hein, je parle du modèle, waouh, franchement waouh. Et je rêve d'une chose, ça me permet de faire une petite aparté sur Europa Park, je rêve que Romir soit métamorphosé en Extreme Spinning Coaster McRide. Alors là, franchement, ce serait incroyable. Bref, allez, on passe à la suite et on reste dans la thématique. Mystery Mine d'Hollywood. Ouh. Alors là, par contre, grosse première surprise peut-être sur la vidéo, parce que vous allez vous dire, forcément je vais parler d'Hollywood, forcément il y a forcément un coaster préféré des US à d'Hollywood, et je n'ai pas choisi Lightning Rod pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus en fait. Je me dis, je vais pas vous survendre un coaster incroyable qui à l'heure actuelle n'est plus, il n'existe plus, ce coaster n'existe plus. Je vous explique rapidement pourquoi, ensuite on parle de Mystery Mine. Lightning Rod avait une particularité qui était vraiment incroyable, c'est qu'on était sur un modèle de launch coaster avec pente inclinée, etc., qui faisait toute la puissance du coaster, tout son intérêt. Dès lors que là ils l'ont remplacé par une simple chaîne de lift où le train avance à 2 à l'heure, pour moi c'est terminé. Pour moi, le coaster n'est plus comme il était à son avantage, comme il était à son absolu, et encore, je ne l'ai pas connu apparemment à ses débuts, qui apparemment était complètement fou. Donc, je peux pas vous en parler plus que ça, je vous laisserai aller voir ma vidéo, je vous laisserai quand même tester l'engin si vous avez possibilité, mais il a vraiment perdu de sa superbe, malheureusement, depuis cette année, depuis la modification de son lift, de son lancement. Bref, du coup, j'ai préféré vous parler de Mystery Mine, qui pour moi est, là aussi, le meilleur Gerstlauer qui m'était donné. D'avoir un Gerstlauer dans le meilleur coaster, dans les meilleurs coasters américains, c'est fou, parce que c'est pas le constructeur de renom, mais ce qui fait, là encore, la puissance de Mystery Mine, la thématique. Je suis désolé, mais j'ai été vraiment amoureux de cette thématique. Le bâtiment est magnifique d'extérieur, l'ambiance sonore quand on arrive, tous les effets fonctionnaient aussi quand on a pu le tester. Vous commencez par une partie Dark Ride, le train est tellement immense en plus, il est très mastoc et il s'engouffre là dans ces petits tunnels, dans ces petits machins. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Le tracé en soi est pas fou. Surtout sur la première partie. Il saccade un peu, on est quand même sur un modèle de vertical lift de chez Gerstlauer. Il fait 26 mètres, 70 km/h, 550 mètres de parcours, c'est pas non plus fou dans ce qu'il propose, mais par contre, la thématique, elle englobe le tout et elle sublime le tout. Donc c'est là la puissance de Mystery Mine. Pareil, le dernier lift, attention à l'air spoiler, vous allez monter incliné, vous avez une sorte de faux plafond, vous voyez la tempête dehors, etc. Il y a toute une histoire hein, sur Mystery Mine qui est fou. Et là, vous vous arrêtez, vous pensez que vous allez chuter, non. Il y a une sorte d'effet avec des flammes et tout, et ensuite ça bombarde, et là vous avez la fin du parcours. On a pu l'expérimenter de nuit, l'expérience était encore plus décuplée, plus folle. J'ai adoré ce coaster, vraiment, il fait partie de mes meilleurs aux États-Unis, et c'est assez fou de le mettre dedans, et je suis extrêmement content de l'avoir testé. Et là aussi, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, foncez-y, et surtout si vous pouvez, par pitié, faites-le de nuit. C'est vraiment l'expérience, elle step up d'un coup, c'est assez fou. Allez, on est parti pour la suite. Il m'en reste déjà plus que 3
ça va très vite, hein. Ça va très vite, et là on va arriver sur 3 ultimes. Là vous savez qu'ils sont dans la vidéo, il n'y a pas vraiment de surprise, mais bon, on va quand même en parler un petit peu. On commence avec Fury 325, 99,1 mètres, vitesse de 152 km/h pour un parcours de 212 mètres. Mastodonte de chez Biedem, mon Biedem préféré à l'heure actuelle. On est là sur quelque chose que je ne pensais pas réel, c'est-à-dire que je connais le constructeur de réputation Biedem, excellent au niveau des transitions, très puissant en G+, confortable, mais redondant. Voilà, c'est toujours ce qu'on a reproché au constructeur. On en fait 1, 4, 5, on a l'impression de toujours faire la même chose. Pas avec Fury 325. Fury 325, il sort du lot, les curseurs chez Biedem étaient à fond, ils se sont dit on va faire un truc vraiment, voilà, c'est notre coaster, je pense que c'est l'un de leurs coasters référence, le Fury 325. Vous avez déjà la super première montée, et ensuite le parcours est super innovant. Il bombarde, le train ne s'arrête jamais en vitesse, alors que pourtant vous allez avoir des moments on va dire où vous allez être un peu plus haut, un peu plus bas, mais vous avez toujours l'impression d'être toujours à la même vitesse. Quand vous êtes tout derrière, vous voyez ce long train là qui en plus il y a quand même plus de je crois qu'il y a plus de 28 personnes je crois sur le train. Il faudrait que je fasse le calcul, là je l'ai pas, je vous le mettrai. Et c'est assez impressionnant de voir toute cette vague là qui bombarde. Tous les éléments sont intéressants. Que ce soit les gros airtime qui seront bien penchés, il prend en vitesse d'un coup, il va pas aller trop haut, du coup, blam, un gros airtime. La passage aussi dans la structure au niveau de l'entrée, qui fonctionne super bien. Là aussi, un ride, je pense, de nuit qui restera gravé très longtemps dans ma mémoire, puisque Fury 325 de nuit, c'est validé quoi. C'est absolument à tester. Dès qu'il fait nuit, en plus le parc ferme à 22h, mais vous l'enchaînez, vous me bombardez le machin. Il faut pas hésiter. Franchement, c'est pépite. C'est pépite, mais c'est dans la surprise de ce que Biedem a pu nous pondre, et on se dit, mais oui, ça va faire des trucs de fou en fait. Alors qu'à l'inverse, on avait testé auparavant Orion, qui est dans le même genre, même moteur, nanan, mais nul de chez nul. Enfin non, ça reste quali, mais je veux dire par rapport à Fury, c'est rien du tout. Vraiment, c'est rien du tout. Et c'est là on se dit mais comment c'est possible d'avoir une telle différence en fait. C'est lunaire. Franchement, c'est fou. Mais Fury 325, ultra validé. Allez, on passe à la suite. Je sais que vous voulez de la hauteur, je sais que vous voulez de l'impressionnant, je sais que vous savez que je vais en parler. Kingdaka, le roi des coasters, et c'est 139 mètres, c'est 206 km/h, son parcours de 950 mètres. Forcément, je vais en parler, forcément, il fait partie des pépites. Ça fait partie des coasters hors catégorie, hors concours. C'est-à-dire que, autant le Fury, le machin, tout ça, ouais, c'est le package coaster. Vous avez après une petite team, là, un petit package de coasters, un petit groupe comme ça, où vous savez. C'est un coaster, c'est une expérience, on décolle, on va sur la lune, comment ça se passe en fait, on sait pas trop. C'est un peu, c'est vraiment des coasters très spécifiques, et Kingdaka en fait partie pour moi, parce qu'il est inégalable. Avant on avait Dragster, donc à Cedar Point, qui là, au vu de ce qui s'est passé à Retrack et tout, on n'y est plus hein. Franchement je pense que vous me direz si vous avez testé le Top 3-2 là à Cedar Point, qui a donc une reconfiguration par la société Zamperla. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour la simple et bonne raison que ce soit sur Kingdaka ou l'ex Dragster, vous étiez à l'arrêt, stop, le train reculait un peu, tac, on se dit qu'est-ce qui se passe? Là on voit l'immense flèche qui fait plus de 139 mètres en face de nous, on se dit, donc là on est à l'arrêt, on est au sol, on est quasiment au ras du sol, et dans 3 secondes on est en haut. Comment ça marche en fait? Et ben les gars, ils ont inventé un launch hydraulique tellement puissant, tellement il bombarde, qu'il est impossible, écoutez-moi, il est impossible, surtout quand vous êtes tout devant, d'avoir les yeux ouverts. Il faut des lunettes, il faut quelque chose, parce que ça s'applique, on prend tout le vent, machin, on voit rien, on sait pas trop ce qui se passe, on peut pas garder les yeux ouverts. Vous avez un lifting, tout part à volo, je vous fais des films et des photos de ça, c'est assez fou, et oui, ça se passe quoi, 206 km/h en quelques secondes, vous vous retrouvez en haut à 139 mètres. Waouh. Alors, la vue, pas fou, c'est pas incroyable, parce que je pense à Cedar Point, le Dragster à sa belle époque, ça devait vraiment être quelque chose, parce que la vue est incroyable. Vous avez tous les coasters autour, hein, il est vraiment au centre du parc en plus. Là, Kingdaka, c'est le parking, la voiture elle est là. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais par contre, après, on n'a pas le temps d'appréhender la hauteur que. Ça parle, il prend en vitesse, machin. Le problème aussi de Kingdaka, je pense, c'est vraiment ces systèmes de harnais. C'est vrai vous allez vous prendre petit massage thaïlandais, quoi. C'est inévitable, ça. Mais honnêtement,
Honnêtement, j'en ai fait l'abstraction parce que je l'ai quand même testé 5 ou 6 fois sur la journée. On l'a fait 2 fois le matin, plus on l'a bombardé 3-4 fois. J'ai pu le faire aussi de nuit. Expérience complètement hallucinante. C'est voilà, c'est fou. C'est un coaster vraiment incroyable. J'aurais pu bien sûr vous parler d'El Toro, son voisin juste à côté, qui est aussi un wooden fascinant et palpitant. Mais je suis désolé, là j'ai choisi King Daka parce que King Daka quoi. King Daka c'est un truc à faire. Dès que vous avez l'occasion, profitez-en, faites-le avant qu'il dégage, avant qu'il soit supprimé, je n'en sais rien. C'est des coasters on n'en verra plus, des comme ça. Ils étaient complètement fous à l'époque. C'est à faire. Franchement c'est à faire et je ne regrette pas. Qu'est-ce que je suis content d'avoir expérimenté. Qu'est-ce que je suis content d'avoir posé mon cul dedans, dans cette machine vraiment folle. On n'en fait plus. On n'en fait plus des comme ça. Vraiment. Allez, on termine justement avec là encore de l'Intamin. Là encore, vous le savez, un coaster qui m'a pas laissé indifférent, n'est-il pas? Intimidator 305 ou son nouveau nom dégueulasse Projet 305, qui je valide absolument pas hein, cette reconfiguration, mais bon. Gros banger absolu avec ses 91,4 mètres, ses 145 km/h et ses 1554 mètres de parcours. Vous avez vu ma vidéo sur King's Dominion? Lui aussi, il fait partie de la petite team des coasters incroyables, des coasters pépites ultimes qu'on sait pas où caler en fait. Intimidator 305, c'est pareil, il est galé. Coaster ovni, coaster incroyable, coaster que j'ai... C'est-à-dire que si je devais faire un top, il y aurait tous les coasters et t'aurais Intimidator au-dessus. Parce que c'est inégalable. C'est un truc, on n'en verra plus jamais, j'ai jamais fait un truc pareil. C'est... Voilà, c'est lunaire. Là, tout réside dans son premier virage. Tout se passe là en fait. Les gars, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, vas-y, on va faire péter un coaster à 91 mètres et ce sera le point culminant et tout le reste... aura du sol à 30 mètres, pas plus. Ils ont joué à Planet Coaster. Ils ont joué à RCT, tout ce que vous voulez. Ils se sont dit, grosse montée, puis ils ont fait n'importe quoi. À tel point que, et ça c'est quand même une anecdote assez incroyable, c'était tellement puissant au début, comme coaster, qu'ils ont eu des problèmes avec le parc, et le parc et même la société Surfer ont dit, mais les gars, c'est n'importe quoi là ce que vous nous avez fait, si les gens ils tombent dans les pommes, il faut modifier, ils sont entrés en conflit, il y a eu beaucoup de problèmes avec ce coaster, ils ont dû redresser la pente pour éviter que les gens fassent des comas quoi, enfin je veux dire, waouh, on est où, pourquoi, quand, comment. Donc oui, le fameux voile gris, voire voile noir pour certains, qui nous laisse sur le carreau pendant quelques secondes avant de reprendre un peu ses esprits, hein, je vous avais montré, expliqué ça dans la vidéo, oui ça existe, c'est Intimidator 305. Et là où je vais quand même pousser un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas que ça sur le parcours, c'est que le reste, tout le reste, ça bombarde. Le train il a pris 150 km/h dans les gencives. Donc bah oui, il a de la vitesse, il bombarde. Et donc dès que vous avez un virage ou un changement de direction, le corps il est là, 2 secondes après il est là. Donc bah et puis l'inertie elle est folle. Vous perdez totalement vos repères. C'est fou, franchement c'est fou, et c'est pas désagréable. J'ai pu l'enchaîner 3 fois je crois d'affilée, où je sortais, j'en prenais là. Au bout d'un moment je dis un petit mot de crâne, on va aller boire un petit coup de flotte, on va se détendre un peu, on va aller refaire peut-être un autre coaster, on va aller se balader dans le parc, on va y revenir après, parce que oui, saccade, il travaille tout ça, mais pour autant, après ça dépend aussi des corps, ça dépend de plein de choses. Pour ma part, je l'ai trouvé quand même plaisant quoi. Il est confort, on s'amuse dessus. Certes, on en prend plein la figure, mais pour autant, je redescendais, j'avais envie de remonter dedans. J'étais bien quoi. Mais là encore, je pense que c'est une question de subjectivité parce que je connais des personnes, des gars à Benji de Coasters World, qui a pas du tout apprécié son expérience. C'était vraiment une catastrophe. Valve, pareil, il y a eu un moment où c'est trop intense. Je pense que c'est une question d'affinité avec le coaster, de comment on se sent. Moi j'adore quand ça bombarde, donc forcément un truc pareil, mais je suis heureux, je suis refait. Donc bah oui, Intimidator 305, forcément il est dans le classement, forcément il fait partie des trucs que j'ai retenus des US, tellement il est lunaire en fait coaster, tellement il est incroyable. Bref, je vais quand même vous faire quelques petites mentions spéciales, parce qu'il y a quand même des choses que j'avais envie de vous parler quand même dans cette vidéo des meilleurs coasters aux États-Unis. J'espère que ça vous plaît, en tout cas ce genre de petit concept, moi ça me permet de me faire un petit classement, de me remémorer mes rides, tout ça, de raconter, d'ajouter peut-être des anecdotes, des choses que je n'ai pas forcément dites dans les vidéos, parce que sur l'instant on n'y pense pas forcément. Je vais vous parler bien sûr de Cyclone à Coney Island, qui est mon tout premier coaster américain et qui m'a surpris, scotché, parce qu'on allait là-bas pour lui. Il est emblématique, il est iconique, il va avoir 100 ans dans 2-3 ans il me semble. Je crois qu'il est de 1926 ou 27. Et c'est fou de se dire qu'à l'époque il construisait des machins pareils. Cyclone, c'était mon premier ride, je me suis éclaté dessus, mais comme jamais, dans tous les sens du terme, parce que je suis ressorti en sang sur le dernier parcours, pour la simple et bonne raison que vous avez siège commun, pas de séparation entre les deux, et on a eu l'excellente idée, l'idée de génie de se dire, bon, y a personne dans le train, vas-y, on se met un par un dans chaque wagon. Ouais, mais sauf qu'à l'époque, en 1926-27, bah, ils inclinaient pas leur virage.
Donc c'est-à-dire que le train, il bombarde, parce que je crois que Cyclone c'est du 70 km/h par 80, je sais plus. Donc forcément dès qu'il y a un virage à plat, bah qu'est-ce que vous faites? Bah vous dégagez. Bah oui, allez, un coup, puis de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Je pense que Val a dû filmer un on-ride, peut-être que je vous mettrai l'on-ride emblématique où on était tout seul dans nos trains, mais je dégage mais comme jamais en fait. Je me fais mais envoyer de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé, parce qu'il y a des airtime surprises, il y a des moments où on s'attend pas, waouh, il va partir en dessous de la structure et tout, c'est génial. Cyclone c'est génial. Meilleur coaster de Coney Island, c'est pas très compliqué en soi, parce que le reste c'est vraiment pas terrible. Mais par contre, allez le faire, si vous avez l'occasion d'être à New York, ah oui, c'est 40 minutes je crois de métro de Manhattan, prenez un ticket et que ça coûte $10, machin, allez, faites un tour de Cyclone. Par pitié, si vous êtes à New York, si vous avez la possibilité, testez le Cyclone. Je vais vous parler aussi très rapidement Storm Runner à Hershey, puisque Storm Runner là aussi c'est un coaster vraiment emblématique d'Intamin, qui est très très particulier. C'était mon coaster préféré d'Hershey, puisqu'à l'époque j'avais pas aimé Skyrush, enfin j'avais bien aimé, mais le problème c'est que le système de maintenue m'avait vraiment posé un problème en fait avec le ride, là où Storm Runner corrigeait le souci, puisque on était sur du harnais classique machin, les sièges sont confort, et puis le parcours est fou. Launch à câble, vous bombardez à 150, 160 km/h, je sais même plus. Le parcours est vraiment atypique, pas très long, mais on kiffe, on est dans les arbres, on l'a fait quasiment de nuit en fin de journée, c'était pépite. Donc ouais, Storm Runner, là aussi ultra validé. Et puis un petit dernier quand même pour la route, une petite mention spéciale, Verbolten, coaster surprise de Busch Gardens Williamsburg, qui est là aussi très poussé dans sa thématique. J'ai adoré Verbolten pour l'aspect vraiment immersion, pour le travail que ce soit le son, l'histoire, le machin, tout ce que ça parle, tout ce que ça raconte. Et le coaster est pépite. Vous avez quand même 3 trains différents au niveau des coloris, et vous avez des shows différents selon les trains. C'est vraiment une attraction aboutie, bien pensée. La partie Dark Ride elle fonctionne de fou, parce que vous bombardez et puis vous savez pas ce qui se passe, et le tracé il te rend même très péchu, avec des changements de direction, des inclinaisons, tout ça, on est un peu surpris. Il y a une surprise aussi en mode Dark Ride. Non, Verbolten, ultra validé. Meilleur coaster pour moi de Busch Gardens Williamsburg. En fait j'en attendais pas grand chose là non plus de Verbolten. J'étais conquis par le truc. Je me dis mais ça, je veux ça en Europe en fait. Je veux ça aussi dans un parc. Faites un truc dans le genre quoi. Donc voilà. Pour résumer, ces meilleurs coasters des États-Unis. J'aurais pu encore en citer beaucoup forcément, mais je me suis déjà limité à une grosse dizaine là. Plus des petites mentions spéciales. Je pense que vous avez un beau package, et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez par rapport aux connaissances que vous en avez, ou si vous avez pu tester, expérimenter. Et je compte sur vous en commentaire. Racontez-moi, dites-moi un peu si vous êtes d'accord ou pas du tout, s'il y a des trucs vous êtes surpris, ou à l'inverse s'il y a des trucs vous dites mais ouais, je suis tellement d'accord avec toi, mais ça je le veux en Europe, ça je le veux en France. Ah là là, bref, merci en tout cas de nouveau de m'avoir suivi, que ce soit sur cette vidéo mais aussi sur toute la série du Triple S. Je vous rassure, je sais que beaucoup me demandent, oui, je ferai un live avec les 3 compères pour résumer, pour parler anecdotes, pour parler budget, parce que vous êtes beaucoup à me demander au niveau budget, voiture, comment ça se passe, je vais vous faire du contenu là-dessus pour répondre à toutes vos questions, sachant quand même que le trip date maintenant de 2022, il y a eu 2 ans qui se sont passés, il y a des inflations, on a eu des changements, des machins, je suis peut-être pas à jour non plus, mais du moins je peux effectivement vous donner toutes ces informations qui sont je pense capitales, et qui vous permettront, je l'espère, vous aussi de faire ce genre de trip, puisque ça reste quand même accessible. Je réponds à une question comme ça parce qu'elle est souvent demandée, le budget à l'époque en 2022, on était sur du 3000-3005 par personne, puisqu'on partage les hôtels, on partage les frais kilométriques, on partage le coût de la voiture, il y a juste les parcs à payer, votre avion. Comme ça répond déjà à une grosse première question, ça vous permet de voir, de calculer comment ça peut s'organiser. Forcément il faut être au moins 4 minimum si vous voulez profiter pleinement des attractions, et à savoir que tous les hôtels aux États-Unis c'est 2 litres 2, donc forcément si vous êtes 5 il faut une chambre en plus, si vous êtes 3 vous payez un peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est parfait. Voilà ce que je pouvais vous dire. Conclusion de ces meilleurs coasters aux États-Unis. Forcément il y aura aussi une vidéo sur le Japon, et puis une fois que j'aurai tout sorti, tout mon contenu, tout mon machin, je vous referai la grosse vidéo de mes meilleurs coasters que j'ai pu tester. On verra ce qui reste, qui s'en va, etc. Mais en tout cas ce qui est sûr, il y aura Intimidator dedans, ça c'est certain. Il n'y a même pas à tortiller, il n'y a même pas à réfléchir 5 secondes. Bref, merci en tout cas de votre visite sur ma chaîne, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça fait du bien de se confier, de parler comme ça face cam, sans forcément d'artifice, on va dire ça comme ça. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, le like, l'abonnement, le partage et tout ce qui va bien. Vous n'hésitez pas aussi à rejoindre la horde des droppers, on s'approche des 8000 abonnés, tout doucement mais sûrement. C'est assez fou, j'ai tellement de choses encore à vous proposer, à vous partager. Il y aura du partenariat aussi sur la chaîne, je tiens à vous le dire, ça va arriver dans pas longtemps, donc n'hésitez pas, rejoignez la horde. Moi je vous remercie énormément pour votre visite sur ma chaîne, et en attendant, je vous dispatche.